L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Bienvenue, vous êtes chargé donc des universités dans le gouvernement de Manuel Valls. François Hollande va d'ailleurs parler des universités jeudi, si ma mémoire est bonne. Est-ce que vous considérez c'est la semaine ou jamais pour lui, comme l'écrit par exemple le Figaro ce matin? Si ça ne décolle pas... Enfin, toutes les semaines sont des semaines ou jamais. Enfin, c'est depuis. Ah, mais là, il y a un discours par jour, Oui. et semble-t-il, il s'organise en sous-main. Je ne sais pas s'il s'organise, mais il y a en effet une présence en termes de discours qui est assez forte cette semaine, mais je pense que ça continuera. Est-ce que ça veut dire qu'il pourrait prendre une décision à caractère présidentiel avant justement les primaires à droite? Je n'en sais rien. Est-ce que vous le souhaitez? C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit décembre, et moi je pense que la France a besoin d'un président qui préside. Elle n'a pas besoin pour l'instant d'un président en campagne. Mais il est en campagne, et de facto. Enfin, il préside tant qu'il n'est pas candidat, il est président. Le jour où il descend dans l'arène, c'est plus le même sport. Donc je pense qu'il a raison d'attendre. Thierry Mandon, nous allons parler évidemment des universités, parce que ça pose des tas de problèmes, non seulement pour la France dans un contexte international, mais aussi parce que le fonctionnement de l'école, en général, l'université en particulier, est un problème à la fois social et conditionne aussi beaucoup peut-être ce qu'on peut appeler, disons, l'incohérence mémorielle d'un certain nombre de gens qui pratiquent le terrorisme dans tous les pays européens. Mais je reviens au contexte politique. Est-ce qu'il faut vraiment, quand on est hollandais aujourd'hui, tuer le Macron? Moi, je pense que quand on est hollandais au gouvernement, quand on est au gouvernement, on bosse. On s'occupe pas de la scène politique. Quand on est dans l'entourage du président, il est logique qu'on ait un peu de peine après un départ comme celui d'Emmanuel Macron. Voilà. Mais enfin, il faut savoir dépasser. La vie politique, elle est faite de ce genre de lâchage, et il faut dépasser tout ça. Vous avez l'air fataliste quand vous parlez de ça ce matin. Vous savez que c'est un vrai problème politique, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'espace pour les deux. C'est la vie politique. Ça, alors là, les configurations dans lesquelles il y en ait qu'un, en l'occurrence le président qui soit candidat existe, celle où il soit candidat tous les deux existent. La vie politique française a ceci en ce moment d'extraordinaire, vous la connaissez depuis un petit moment, moi aussi, que tout est possible. C'est la première fois où rien n'est écrit, tous les scénarios sont possibles. Elle est en fait en voie de recomposition profonde, et sur le fond... Mais c'est la thèse de Macron, ça. Et aussi sur les profils. Non, c'est la thèse de... Quand il dit que c'est une amicale de coulisses, les grands partis politiques, c'est quand même une manière de... Les grands partis sont évidemment complètement perturbés. C'est pas seulement en France, c'est dans tous les partis. Mais vous regardez au niveau des Anglais de la semaine dernière, aux États-Unis, en Allemagne, partout, les scènes politiques des pays occidentaux, et je pourrais même dire les scènes héritées de la Seconde Guerre mondiale, avec des espaces très structurés, souvent bipolaires, tout ça est en train de voler en morceaux parce qu'il y a de la mondialisation, parce que les questions sociales se posent de manière radicalement différente. Donc il y a une recomposition. Que ce soit Cambadélis qui promettait 500 000 membres du Parti Socialiste, c'est une bérésine incomplète. Et je dis ça, c'est un peu pareil pour les Républicains. Ils ont prévu aussi d'atteindre le chiffre des 500 000, ils en sont très très loin. Oui, alors c'est deux situations différentes. Je ne crois pas que quand on est au gouvernement, quand on est un parti qui gouverne, on puisse multiplier par 3 ou 4 son nombre d'adhérents. Ça n'existe pas. Ça, c'est... D'accord, c'est ce que Cambadélis avait déclaré. C'est un souhait, si c'était... En tout cas, c'est pas ce qui est en train de se passer, et c'est pas possible que ça se passe, parce que, encore une fois, un parti de gouvernement, il a du mal à augmenter ses troupes, ses effectifs, surtout dans les périodes difficiles que l'on connaît. Les questions sont extrêmement importantes. Est-ce que vous êtes, c'est presque une question cérémonieuse, pour la sélection à l'université? Mais pas dans les discours, dans les actes. Il se trouve qu'au mois de mai dernier, avec la ministre Najat Vallaud-Belkacem, nous avons signé un décret qui est paru au journal officiel, qui a rendu 1300 masters de la deuxième année de master sélectifs. On l'a fait. Ça fait 14 ans que les universités le faisaient de manière clandestine. Elles étaient condamnées parce qu'elles le faisaient, parce que c'était pas légal. Et ça fait 14 ans que tout le monde, y compris ceux qui donnent des leçons de sélection, qui professent la sélection, mais qui à droite, détournent la tête. À droite, en gros, on accuse la gauche de gouvernement aujourd'hui d'avoir mis un terme à la sélection à l'université. En tout cas, nous l'avons fait. Empêcher toute forme de redoublement dans l'école. En tout cas, nous l'avons fait. Moi, je ne vous parle pas d'école, je vous parle d'université. Nous l'avons fait. C'est du droit positif. Mais là, pourquoi nous l'avons fait que le master devait être... on devait accéder au master 25% d'une classe d'âge. Mais ça paraît quand même extrêmement... Non, mais ça, c'est des objectifs. C'est pas un objectif, c'est pas... c'est complètement contradictoire. Vous savez, aujourd'hui, c'est à peu près... C'est moins 18. Que ça. Oui, c'est ça. C'est 18. C'est moins que ça, mais c'est tout à fait atteignable. Et c'est ce que tous les grands pays cherchent à faire, c'est-à-dire élever le niveau de qualification de leurs jeunes. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. D'abord, quand on a mis les masters 2 sélectifs, je reviens sur ce que je vous disais, on a dit c'est pas une bonne solution. Le master, c'est un bloc. Donc il y a des masters génériques,
dans lesquels, quand on a une licence, si la licence est de qualité, on doit rentrer. Et il y a des masters spécifiques, avec des cursus particuliers, peut-être un peu plus de recherche qu'ailleurs, dans lesquels il est possible de recruter à l'entrée de ces masters 1 et non pas 2. C'est ce que nous essayons de faire par la négociation aujourd'hui. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, justement, c'est ce qui explique le succès des grandes écoles et le départ de beaucoup de bacheliers à l'étranger, parce qu'ils vont dans les systèmes ultra sélectifs qui leur permettront d'accéder en Angleterre ou ailleurs à des boulots sérieusement? Parce que là, on leur demande, par exemple, mention très bien au bac, et puis il n'y a pas de discussion. Mais vous savez que le système universitaire français, contrairement à l'image qu'on en a, est un système très attractif. Et quand on fait... Pourquoi on est dans tous les tréfonds des classements? On n'est pas du tout dans les tréfonds. Le classement de Shanghai et les autres, oui. Le classement de Shanghai, oui, vous avez raison. Mais alors pourquoi? Parce qu'en France, on a un problème, c'est comme qui est vrai partout, c'est qu'on a 71 universités, plus un très grand nombre de grandes écoles. On est complètement atomisé. On n'a que des petites structures qui n'arrivent pas à se fédérer pour travailler ensemble. Mais même Normal Sup, qui est la quintessence de la quintessence en France, ça arrive au-delà de la 50e place, c'est-à-dire à des années-lumière. Mais parce qu'il n'y a pas d'effectifs. De Cambridge, d'Oxford, de UCL à Londres, de King's College, etc. Harvard, ils sont malins. Harvard, j'y étais il y a 15 jours. Harvard, c'est une marque, Harvard, qui regroupe une dizaine d'unités particulières. Sauf que dans le classement de Shanghai, c'est pas les unités particulières qui existent, c'est la marque Harvard. Mais il y a une école de droit, il y a une école de management, il y a plusieurs écoles dans Harvard. Et en France, c'est ce qu'on essaye de faire, mais pour l'instant, on n'est pas capable de fédérer les gens tout en gardant leur identité. Mais j'essaie de vous croire, mais vous savez qu'à gauche, il y a toujours eu quand même une sorte de pédagogisme qui voulait que finalement l'université, autrement il n'y aurait pas eu l'année dernière comment peut-on dire, la révolte d'un certain nombre d'intellectuels contre la réforme des collèges qui en ont par-dessus la tête. Non mais là vous mélangez les universités. Non, je mélange pas, mais c'est une réflexion générale de la société sur l'éducation. Eh bien, pour ce qui est des universités, de l'enseignement supérieur, le pays a deux nécessités absolues. Premièrement, élever le nombre de ceux qui rentrent à l'université. Comme le font tous les pays développés aujourd'hui. Aux États-Unis, la campagne se joue sur la gratuité d'accès à l'enseignement supérieur après l'équivalent du baccalauréat au collège. Premièrement. Je vous pose une question là-dessus. Oui, mais après, la validité d'un examen dans ces cas-là. Mais l'examen, c'est le bac. Non, je lisais c'est pour ça qu'il faut que le bac soit de qualité. Oui, mais il y a 95%, 92% de reçus. Eh ben, le bac doit être un diplôme il y a plus de qualité qu'au permis de conduire. De qualité, parce qu'il y a différents bacs. Il y a le bac professionnel, il y a le bac technologique. C'est pour ça qu'il y a 92%. C'est pas le bac général qui fait 92% de réussite. C'est l'ensemble des bacs. Et d'ailleurs, il faut une orientation bien organisé, à partir du moment où vous avez un bac, pour vous permettre de réussir. Mais tous les pays développés ont intérêt à monter leur niveau de gamme. Donc, premièrement, démocratiser. Mais deuxièmement, mettre de l'exigence, de la qualité. Il faut une certification qualité de l'enseignement supérieur dans toutes les formations. Il faut être beaucoup plus exigeant qu'on l'est encore. Et les universités essayent, de ce point de vue-là, de faire des innovations tout à fait intéressantes. Les présidents d'université, je pourrais vous citer plein d'exemples. Il faut mettre tout ça sous tension de la qualité. Et mon sentiment, c'est que pour y arriver, il faut faire une chose qu'on n'a jamais fait en France. On a l'enseignement supérieur d'un côté, on a la recherche de l'autre. C'est deux univers qui cohabitent. Ils doivent être beaucoup plus imbriqués qu'ils ne sont. C'est le grand chantier que je mène d'ici la fin de l'année. Je voudrais poser deux questions. Je prends par référence justement un entretien qui a été donné par le patron de Sciences Po, qui dit à la fois on est une université d'élite, mais en même temps il faut que la diversité entre à Sciences Po. Mais alors du coup, qu'est-ce que devient l'examen à la Juppé, à la Chevènement ou à la Bruno Le Maire ou à la Thierry Mandon? Parce que finalement, si on dit qu'il faut augmenter les gens qui sortent, disons, des quartiers bourgeois classiques et qui bénéficient d'un héritage culturel, c'est contre la nature même d'un examen qui doit être anonyme et qui ne doit pas intégrer ce genre de considération. D'abord, Sciences Po, c'est une grande école, c'est pas une université. Oui, je sais, ils ont une sélection. À partir du moment où une école a une sélection, elle définit elle-même les critères de cette sélection. Si elle considère, c'est plus l'examen. Et de ce point de vue-là, bien sûr, elle définit elle-même les critères. Si elle considère que la diversité de sa composition sociale est un objectif, et moi je me réjouis qu'une école comme Sciences Po le considère, alors elle fait les critères qui lui permettent d'obtenir cette diversité. C'est-à-dire qu'on obtient des notes à l'écrit et on se fait taper à l'oral parce que, par exemple, si on vient des quartiers de l'Ouest, Paris, c'est cuit. Dans une école sélective, ce qui compte, c'est les critères de sélection, qu'ils soient publics, qu'ils soient connus. Le fait qu'ils veuillent de la diversité. Et pourquoi ils veulent de la diversité? Ils ont bien raison. J'ai pas dit que j'étais contre. Non. J'ai dit qu'il y a un soupçon d'hypocrisie. Non, mais c'est très important. Pourquoi ils veulent de la diversité sociale? Parce que les leaders, les managers de demain, qu'ils soient publics dans les administrations ou qu'ils soient privés dans les entreprises, ils auront besoin de composer avec la diversité. Parce que dans une économie mondialisée, c'est pas vrai que des classes dirigeantes homogènes socialement sont à même de faire face aux défis qui mais donc il y a une pratique plus ou moins clandestine. Eh ben, il faut qu'ils aillent plus loin dans leur principe de sélection. Mais encore une fois, qu'une grande école sélectionne
À plus forte raison, si elle veut plus de diversité sociale, personnellement, ça me choque pas. Dernière question avec Thierry Mandon, mais pardonnez-moi de vous demander de répondre très rapidement. Vous êtes chargé d'université au gouvernement. Est-ce que c'est pas une absurdité, à l'époque de l'algorithme, de parler des harkis et des Gaulois? C'est pas la même chose, hein. Non, mais enfin bon. Non, mais c'est pas la même chose. Il y a deux faits Moi, historiques. Qui suis prof d'histoire, je reconnais cette nécessité. Mais aujourd'hui, dans une campagne électorale, est-ce qu'on ferait pas mieux de parler de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé? Moi, je crois, quand on a un rapport à l'histoire, quand on ferme des blessures, ce qui est le cas du débat sur les harkis, c'est une bonne chose. Quand on crée des blessures, des plaies même, béantes, avec cette histoire de tous les Français, celui qui a la nationalité française, a forcément pour ancêtre les Gaulois, c'est très maladroit. Ou les tirailleurs sénégalais. Et donc, il y a un usage de l'histoire, il y a un bon usage de l'histoire, qui pense des blessures, et il y a un mauvais usage de l'histoire qui est utilisé pour diviser. Et excusez-moi de vous dire que dans cette affaire, le président a raison, et Nicolas Sarkozy n'est pas digne du président de la République qu'il a été. 8h28, Thierry Mandon était notre invité ce matin, il est chargé d'université, donc dans le gouvernement de Manuel Valls. Bonne journée à vous, le discours sur les universités aura lieu donc jeudi par François Hollande. Nous avons rendez-vous avec Luc Ferry tout à l'heure, et le rappel des titres, la revue de presse de Michel Grossian. Bonne journée donc. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.